Madame la présidente de l'USH, cher Emmanuel Cos, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations de bailleurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, les administrateurs, les dirigeants, les salariés des bailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs les locataires et leurs représentants, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un honneur pour moi de clore ce beau congrès de l'USH et de le faire dans cette belle ville de Bordeaux. C'est déjà une joie particulière de le faire en présentiel avec vous tous. Pour y avoir passé les 3 journées, je sais que ce retour attendu, en grand format, a tenu ses promesses, par l'intérêt, l'intensité, la variété des échanges. Je veux saluer la grande famille du mouvement HLM, les ESH, les OPH, les COP, le réseau Procivis, les associations régionales et tous les acteurs et partenaires du mouvement HLM présents dans cette salle. Cette diversité est une vraie richesse. Au-delà de cette joie de se retrouver, c'est un honneur donc, car nous sommes tous au service d'une cause fondamentale, d'intérêt général, permettre à chacun de se loger. Nous traitons d'un bien d'absolue nécessité, le logement. Ce caractère essentiel, vital du logement, il est bien sûr dans notre droit. Le droit au logement est loin d'être une nouveauté. Il est venu en 2007 parachever un corpus qui existe depuis longtemps, d'abord avec la loi Quilliot de 1982, puis avec la loi Besson 1990. Et son article 1, garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Cet article est toujours d'actualité. Tous ici, nous agissons pour le mettre en œuvre. Au-delà d'être une joie et un honneur d'être ici parmi vous, c'est un devoir pour moi. L'État a un rôle, une responsabilité essentielle à assumer. Le logement n'est pas un bien marchand comme les autres, on ne peut pas laisser au marché le soin de le réguler. La puissance publique doit le faire. On voit d'ailleurs ce que donne une absence de régulation. Cela donne la spéculation, des marchés parallèles, une logique d'exclusion de l'entre-soi, des logements indignes, des copropriétés dégradées, le mal-logement. Toutes choses contre lesquelles nous luttons, ensemble, parfois a posteriori, à grands frais. Je suis arrivée en tant que ministre du Logement, convaincue du rôle et de la mobilisation nécessaire de l'État en ce domaine. L'année passée n'a fait que renforcer cette conviction, et pas seulement à cause de la crise sanitaire. Mon autre conviction, c'est le rôle central et la vocation universaliste du secteur HLM pour l'accès au logement abordable. Les HLM logent plus de 11 millions de personnes. Ils sont, vous êtes, un vecteur de progrès social depuis plus d'un siècle. Le modèle français du logement social fait notre fierté. Le modèle français du logement social est une chance pour la France. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, il faut être fier d'y accueillir ceux qui en ont besoin, quel que soit leur profil, quelle que soit leur origine. J'insiste sur ce point, alors que nous entendons ces jours-ci les extrêmes s'emparer du thème de logement social pour chercher encore à diviser notre pays. Au nom des 11 millions de locataires du parc, je ne laisserai pas ce sujet être instrumentalisé par des démagogues de tout poil. Je suis donc attachée au maintien d'une relation étroite, d'un partenariat fort entre l'État et le monde HLM. C'est ce que je vous disais en septembre 2020 à l'occasion de ma première prise de parole devant vous, lors d'une journée consacrée à la relance. J'y avais dressé les chantiers à mener et depuis 1 an, j'ai mené ces chantiers avec vous, dans le dialogue et dans le respect des engagements pris. C'est nécessaire pour avancer en confiance et en efficacité. Parmi ces chantiers, nous avons avancé sur le regroupement des organismes HLM. En tenant compte des retards liés à la crise sanitaire, en accompagnant la consolidation des projets, en étant pragmatique mais en gardant le cap. À date, 75% des organismes soumis à l'obligation de la respectent, 20% sont en passe de le faire. L'objectif de cette réforme reste de renforcer le secteur et nous la mènerons à terme avec vous d'ici la fin de l'année. Nous avons également, avec le concours d'Action Logement, de la CG2LS, donc du secteur HLM et de l'État, renforcer les moyens du NPNRU à hauteur de 2 milliards d'euros et ces moyens auront doublé sur le quinquennat. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, les bailleurs sont les premiers acteurs de la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain. Je vous remercie tous pour votre engagement pour les quartiers.
Votre rôle est majeur pour la reconstitution de l'offre, pour le relogement, qui conditionne le bon avancement des projets, et vous pouvez compter sur le soutien de l'État à tous les niveaux pour le faire. Nous devons accélérer en lien avec les collectivités, car l'avancement opérationnel des projets, c'est la concrétisation du pacte républicain dont vous parliez encore ce matin. Parmi les chantiers toujours, France Relance se déploie depuis plus d'1 an avec des effets visibles sur les territoires. Le fonds Friche a permis d'engager des projets d'aménagement qui généreront 60 000 logements, dont un tiers de logements sociaux, et la 2e édition est en cours. France Relance soutient aussi les efforts déjà importants des bailleurs pour réhabiliter le parc ou sa partie la plus énergivore. Les dossiers déposés en 2021 représentent 35 000 logements en étiquettes F, G et E. Je m'arrête un instant sur cette question importante des étiquettes énergétiques. Je suis confiante dans votre capacité, la capacité du monde HLM qui ne compte que 7% de passoires thermiques, à être au rendez-vous des jalons posés par la loi Climat Résilience. Nous avons convenu d'engager un travail entre la Caisse des dépôts, dont je salue les équipes, l'USH et l'État, sur les outils de financement supplémentaires à mobiliser, j'y veillerai. Mais je sais aussi les inquiétudes sur le nouveau DPE. Comme vous avez pu le voir, nous avons momentanément suspendu la réalisation des DPE pour lesquels un problème est identifié pour les petits logements d'avant 1975. Je reçois les professionnels. Dès la semaine prochaine, nous ferons les ajustements dans les tout prochains jours. Parmi les chantiers menés et les engagements tenus, il y a la simplification des agréments, il y a la prolongation du prêt à taux zéro pour soutenir l'accession à la propriété. Et j'en profite pour réaffirmer mon soutien à l'accession sociale à la propriété comme part importante des parcours résidentiels des ménages. Le prêt à taux zéro sera à nouveau prolongé dans le PLF 2022 et c'est un sujet sur lequel nous pourrons continuer à travailler. Ce respect des engagements pris, c'est aussi la clé du dialogue renoué entre l'État et les partenaires sociaux à travers Action Logement. L'avenant conclu entre l'État et Action Logement en début d'année a permis de lancer des mesures à forte utilité sociale, en premier lieu pour le logement social. Action Logement est au rendez-vous du déploiement opérationnel sur l'ensemble de ces mesures. J'en remercie ses équipes. Continuons sur cette voie. La méthode que j'applique, vous l'aurez compris, c'est de faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait et dialoguer. C'est sur ce principe, Madame la Présidente, que j'ai souhaité reposer les bases de la concertation sur la mise en place du contrôle des compensations au titre des missions de service public du SIEG Logement Social. Il ne s'agit, je veux le dire clairement, en aucun cas d'un prélèvement sur le secteur. Les échanges se poursuivront dans les prochaines semaines et j'ai confiance dans notre capacité à trouver un point d'atterrissage concerté. Bref, à l'issue de cette année, où nous avons échangé, où nous avons agi ensemble, où nous nous sommes ensemble retroussés les manches au service d'une cause qui nous dépasse, je souhaite à présent me projeter sur les chantiers qui sont devant nous et je vais faire mien, cher Emmanuel, le triptyque « Construire, inclure et penser l'avenir » qui est celui de ce congrès. Construire d'abord. Construire des logements, bien sûr, indispensables pour répondre aux besoins, ça a été dit tout au long de ce congrès, du fait de la démographie, du mal-logement, de l'envolée des prix, du nombre de demandeurs de logements sociaux qui ne fait que s'accroître. Il est donc indispensable de manière générale de relancer les permis de construire. Dire que l'effort sur la relance des permis de construire doit porter avant tout sur les zones tendues, ça n'est pas oublier les autres territoires ni leurs besoins. C'est simplement faire le constat, chiffre à l'appui, que les permis de construire ont retrouvé leur niveau d'avant-crise dans les territoires moins tendus, alors qu'ils sont très en dessous en zone tendue. C'est cibler le problème. Et nous portons spécifiquement, avec vous, l'objectif de rattraper le déficit d'agréments en logements sociaux de 2020 sur les années 2021 et 2022. Oui, viser 250 000 agréments en 2 ans, c'est ambitieux. Oui, nous n'avons pas choisi la facilité. Oui, l'une et l'autre, cher Emmanuel, avec tous nos partenaires, nous avons décidé de porter haut cet objectif et cette ambition en prenant le risque de ne pas atteindre cet objectif. Mais d'abord, cet objectif est sur 2 ans. Et ensuite, ce pari est gagnable. Et je compte sur vous tous, sur nous tous, pour atteindre ce résultat parce que, comme Emma l'a dit, ça n'est pas un résultat pour nous. C'est un résultat à attendre pour tous les demandeurs, pour tous les Français qui attendent, pour tous les Français ou les autres qui attendent, et nous y veillerons.
Pour lever tous les freins, le Premier ministre a souhaité donner une nouvelle impulsion sur la base des propositions de la commission présidée par François Rebsamen, que je vais saluer à mon tour. Je vais rappeler et détailler certaines des mesures annoncées. D'abord, la compensation intégrale aux collectivités de l'exonération de la taxe foncière sur les logements sociaux. Cette exonération s'appliquera sur tout le territoire pour tous les agréments délivrés depuis début 2021 jusqu'à la fin de la mandature municipale en 2026, à hauteur de 10 ans par logement. Cet engagement se traduira par un amendement au projet de loi de finances 2022. Ensuite, la suppression de l'exonération de taxe sur le foncier bâti pour les logements intermédiaires, remplacée par un crédit d'impôt d'un montant équivalent pour les porteurs de projets, pris en charge au budget de l'État, là aussi, dans un amendement au PLF. Par ailleurs, une ambition forte sur la maîtrise des prix du foncier public, portée par le Premier ministre, qui donnera lieu à un travail concerté, précis et une mise sous tension de l'État et de ses différents opérateurs. Et enfin, la territorialisation, chère Nassima, avec la signature rapide, d'ici la fin de cette année ou le début d'année prochaine, de contrats de relance pour le logement entre l'État et les collectivités. Ces contrats mettront en place une aide de 1 500 € par logement collectif autorisé, avec des objectifs locaux territorialisés, aide qui sera versée si les objectifs quantitatifs fixés par les PLH sont atteints. Ces mesures répondent à des demandes anciennes des collectivités et des bailleurs et assurent des recettes nouvelles pour 10 ans pour les logements créés. Ce sont des signes forts, tangibles d'encouragement et de soutien de l'État. Elles sont à effet immédiat. Ces mesures doivent nous permettre de traduire dès cette année un impact avec un rebond rapide dans les indicateurs de construction, singulièrement de construction et d'agrément de logements sociaux. Cet objectif de construction ne se mène pas indépendamment de nos objectifs de protection de l'environnement. Et à mon tour, j'assume à la fois la lutte contre l'artificialisation des sols nécessaire et le besoin de construire des logements. Nous allons arrêter les caricatures, nous allons arrêter de nous réfugier derrière une certaine vision erronée de l'écologie pour de mauvaises raisons. Nous allons arrêter d'opposer l'écologie et la réponse aux besoins fondamentaux de nos concitoyens. Dans aucun domaine, la transition écologique ne peut être un facteur d'exclusion. Inclure, justement, c'est le second mot-clé de ce congrès. Le parc social est bien sûr celui auquel ce terme s'applique le mieux. Sa raison d'être est de faciliter l'accès au logement du plus grand nombre. Le rapport au congrès que vous avez présenté permet justement de mieux connaître la demande de logement social. C'est un travail fondamental, utile, que je voudrais saluer. Ce rapport, parmi ses mérites, a celui de dépasser l'indicateur forcément réducteur du nombre de demandes. Il révèle que cette demande ne s'exprime pas de manière unique, qu'elle est le reflet de dynamique démographique, économique d'un territoire donné. Il dévoile le caractère universaliste de la vocation du logement social. Il met des noms sur des parcours de vie diversifiés, en lieu et place de l'entité qu'on appelle communément le demandeur. Nous devons accepter la complexité et la diversité des parcours. Nous devons prendre en compte l'accueil des publics, des personnes prioritaires et fragiles, notamment dans le cadre du plan Logement d'abord, que je soutiens très fortement, vous le savez, et qui est, grâce à vous tous, prometteur, l'un des succès de ce quinquennat. Concilier cet enjeu avec la vocation généraliste du parc social, à laquelle je suis également attachée, et l'objectif de mixité sociale. Est-ce que c'est parce que c'est difficile qu'il faut y renoncer? Non. Nous devons conserver des objectifs universels. Les atteindre partiellement, même dans la difficulté, c'est avancer. Y renoncer, ce serait trahir nos valeurs. D'où l'importance, évidemment, de conserver le levier structurel de l'article 55 de la loi SRU. Pour soutenir la construction de logements sociaux, bien sûr, puisque cet article a porté la construction de la moitié des logements sociaux depuis 20 ans. Et pour que cette offre soit accessible à tous, pour l'égalité des territoires, dans tous les territoires en tension. Je connais, vous l'avez rappelé, votre attachement à la loi SRU. Vous connaissez le mien, j'espère. J'ai veillé à une application ferme de la loi lors du dernier bilan triennal en mobilisant les différents outils à la main de l'État et des préfets. C'est également l'attachement du gouvernement à cette loi qui nous a conduits à inscrire sa prolongation, le fait de la rendre permanente dans la loi 3DS, dont je vous confirme bien qu'elle sera examinée à l'Assemblée nationale à partir du 6 décembre en séance plénière.
Le texte initial du gouvernement a très largement repris les travaux de la Commission nationale SRU, présidée par Thierry Repentin, que je salue, auquel l'USH a fortement contribué. Ce texte initial comportait de l'avis général, le mien inclus, un juste équilibre entre le maintien de l'exigence et l'adaptation du rythme de rattrapage aux situations locales, ainsi qu'un certain nombre d'adaptations bienvenues. J'ai entendu votre inquiétude à l'issue de l'examen du texte au Sénat. Il me faut d'abord dire que ce débat, a été de bonne tenue. Et je remercie la rapporteure, Dominique Estrosi Sassone, je remercie Valérie Létard pour l'avoir cadré. Le Sénat a validé la pérennisation de la loi SRU. Je retire donc de cet examen que les fondamentaux de cette loi sont désormais un acquis, ce qui n'est pas rien. Mais le Sénat a très sensiblement affaibli la partie relative aux sanctions et a dégradé l'équilibre du texte. Soyez sûrs que nous reviendrons à cet équilibre à l'Assemblée nationale avec le soutien de nos députés. Mesdames, Messieurs, construire, inclure, c'est déjà répondre aux exigences du présent, à tous les besoins qui s'expriment et justifient une politique du logement volontariste dans tous nos territoires, tendus ou détendus, en métropole et dans les Outre-mer, vous les avez mentionnés tout à l'heure, où les besoins sont particulièrement criants. Ce présent, parfois, a un caractère d'urgence. Et pendant ces mois de crise sanitaire, les bailleurs ont paré à l'urgence. Vous avez été présents pour les locataires. Vous avez assuré concrètement, dans la réalité, le service public du logement, et je vous en remercie. J'en remercie l'ensemble de vos équipes, et en particulier tous ceux qui ont été au contact des locataires. Je pense aux gardiens d'immeubles et à tous les autres. Construire, inclure, c'est ensuite préparer l'avenir, en veillant à la durabilité de notre modèle de société, sur le plan social, sur le plan environnemental. C'est répondre à ces défis en inventant de nouveaux outils, comme le bail réel solidaire, auquel je crois particulièrement, de nouvelles formes urbaines, de nouveaux usages. Les HLM ont toujours été à l'avant-garde de ces réflexions, et vous le resterez, je n'en doute pas. Je veux ici vous remercier pour votre contribution à la démarche « Habiter la France de demain » que j'ai lancée en début d'année. Cette démarche, elle vise à produire ensemble une vision qui permette de concilier les aspirations individuelles avec les exigences sociales et environnementales, dégager une vision commune de la ville, de l'aménagement, de l'urbanisme de demain, nous servir demain de boussole, nous servir demain d'objectifs stratégiques, nous permettre de nous projeter, non pas à 6 mois ou à 1 an, mais plus loin, et ensuite, ensemble, dans cette grande alliance du logement que vous appelez de vos vœux et que je soutiendrai fortement, y aller et atteindre nos objectifs. Construire, inclure, je souhaite en définitive que ces termes puissent s'appliquer à la relation même entre l'État et le monde HLM, au sens de construire ensemble. Je ne conçois pas de politique du logement juste et efficace qui ne remplisse son objectif premier, permettre à chacun d'accéder à un logement abordable. Et pour cela, je souhaite consolider un partenariat solide et étroit avec vous. C'est ma méthode, c'est celle que je continuerai à appliquer pour les mois qui viennent, pour penser l'avenir, et la présidence française de l'Union européenne, Madame la Présidente, sera également l'occasion de porter auprès de nos partenaires sur la question du logement, sur la question de la lutte contre le sans-abrisme, sur le logement d'abord, les valeurs qui sont les nôtres, nos réussites, et aussi s'inspirer des réussites de nos partenaires. Pour ce partenariat fructueux, pour cette confiance retrouvée, je vous remercie, vous pouvez compter sur moi.